Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous, bonne année, bonne santé, il faut bien commencer par là. C'est un plaisir de vous revoir encore pour cette nouvelle saison d'émissions de radio Parlons laïcité, pour la saison 2022. Je vous avais promis le mois dernier d'avoir Jacqueline Costa-Lascou nous parler des adolescents et de la laïcité. Hélas, 3 fois hélas, un problème de calendrier l'empêche d'être présent ce soir. Elle s'en excuse et elle m'a affirmé revenir dans l'avenir à une autre date. Cela étant, nous n'avons pas tout perdu parce que nous allons parler aujourd'hui de caricature et de laïcité. Et nous avons pour cela un dessinateur activiste, Jean Cry. Jean Cry, bonjour. Bonjour. Voilà, qui va pouvoir nous parler de cet art, de la caricature, du dessin, pendant une petite heure, avant d'avoir, bien sûr, vos questions-réponses. Jean Cry, c'est à toi. Merci, et puis merci de me recevoir. Donc oui, je me présente, effectivement, Jean Cry, dessinateur. Alors on dit artiviste, tout simplement parce que, comme j'aime bien dire, j'ai trop d'éducation pour poser des bombes. Je préfère poser des dessins et des affiches pour faire réfléchir. L'idée, c'est ça, c'est d'utiliser l'art et pour titiller, pour interroger. Et puis, quelque part, ça s'inscrit autour de la liberté d'expression. Donc, effectivement, liberté d'expression, ça veut aussi dire défendre la laïcité, défendre la liberté de conscience. Je vais peut-être commencer, même si je pense que vous êtes tous très aguerris à l'histoire de la laïcité, à rappeler quand même certains éléments concernant le dessin plus particulièrement. Il faut bien savoir qu'on est tous dessinateurs. Si vous vous souvenez, vous avez tous dessiné à un moment. Quand on était petit, quand j'interviens dans les écoles, par exemple, j'aime bien parce que quand j'interviens dans les écoles maternelles, je demande à tous les enfants, qui est-ce qui sait dessiner ? C'est logique. Et là, à ce moment-là, il y a tout le monde qui lève la main. Puis quand j'interviens dans les collèges, qui est-ce qui sait dessiner ? Il n'y en a plus un seul qui sait dessiner. Alors que c'est tellement plus difficile d'écrire des lettres que de dessiner des bonshommes. Mais voilà, il y a toute une approche culturelle, et notamment, on peut dire aussi que même l'éducation nationale travaille à dire que le dessin n'est pas sérieux. Il nous bride, et puis la peur du jugement de l'autre aussi fait qu'on dessine de moins en moins. Et on se rend compte qu'à un certain âge, vous avez des personnes qui arrivent à la retraite qui disent tiens, je peux enfin dessiner, je peux enfin peindre. Voilà, donc le dessin est vraiment un média qui est important, qu'on a toujours connu et qu'on connaît depuis toujours, depuis la nuit des temps, puisque avant l'écriture, c'était le dessin. Donc le dessin est vraiment un vecteur très important. Si on reprend les quelques textes un peu essentiels pour comprendre d'où ça vient. Bon, bien sûr, il y a, et ça vous l'avez sans doute abordé ici, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, donc avec son article 10 qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Donc on voit qu'effectivement, dès 1789, la laïcité était déjà un sujet avant la loi de 1905. Mais aussi dans la loi de 1789, qui est toujours valable d'ailleurs, quand on va sur le journal officiel, il y a écrit toujours en version en vigueur depuis le 26 août 1789. Alors ça, c'est là qu'on se dit que notre République a quelque chose de bien autour de ça. Et surtout son article 11 de la loi, qui est vraiment notre socle, c'est la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce qu'on voit bien là, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours la liberté qui est en premier, et éventuellement, on n'a pas le droit. C'est pas dans l'autre sens. C'est important à comprendre ça. Donc ça, on est en 1789. Après, la commune qui a été très, très, très en avance sur beaucoup, beaucoup de choses, et notamment le 2 avril 1871, il y a eu un décret de la commune qui considérait que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire aux principes puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été complice des crimes de la monarchie contre la liberté, il décrète, donc 1871,
Ils l'ont payé cher d'ailleurs. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Article 3, les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles sont déclarés propriété nationale. Donc là, on voit déjà aussi que la laïcité, donc ces modes d'expression, déjà 1871, et puis après, la fameuse loi de la presse de 1881, très importante, du 29 juillet 1881, où on a l'article 1er, qui est toujours en vigueur et dont se défend tous, Article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres. La librairie, donc l'endroit où on peut acheter les livres et on peut les vendre. Donc l'imprimerie et la librairie sont libres. Et puis l'article 5, tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite, article 7, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est passé, en 1881, en termes de liberté d'expression, on est passé à un régime qui, au début, était d'autorisation, un régime répressif. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'écrire, à partir, bien sûr, où on dit qui est-ce qui écrit, etc. Là, tout imprimeur, par exemple, doit noter sur son adresse et qui a imprimé tel ou tel document. Mais on voit que par principe, là aussi, l'expression est libre, le dessin est libre, et c'est a posteriori qu'éventuellement peut y avoir censure ou plutôt une punition, puisque on est a posteriori, non pas avant. Ça, c'est vraiment important comme concept, c'est-à-dire qu'on ne demande plus l'autorisation pour s'exprimer. Donc là, on voit aussi, dans ce texte-là, donc là, on est au troisième texte important, là, après la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 1871, la Commune. En 1881, on voit que là, ça pose encore le principe que la liberté d'expression est en premier et qu'après, éventuellement, on peut se faire taper sur les doigts ou il peut y avoir des soucis. Et puis, bien sûr, la loi de 1905, cette très belle loi, qui dit, l'article 1, je le rappelle parce que je crois que tout est dit, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous la seule restriction édictée ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Ça veut dire que là aussi, on pose la question de liberté de conscience en premier et éventuellement des restrictions derrière. Donc là, la liberté est encore en premier. Donc ça, c'est plutôt important. Et puis on a les déclarations des droits fondamentaux européens aussi qui reprennent ces éléments-là. Et l'article 11, liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Et le petit 2, la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. Donc on voit que cette liberté d'expression est consubstantielle de la République et consubstantielle de notre histoire française. Cette approche-là sur la liberté d'expression du dessin, elle est typiquement française. Bien sûr, il y a d'autres pays, des grands pays qui s'expriment. Aux États-Unis, il y a de très très grands dessinateurs, de moins en moins, hélas. Mais on voit bien que ça vient de chez nous. Le dessin de presse, notamment, ce type de dessin, c'est Daumier, dont vous avez sans doute entendu parler. Daumier avec le dessin de la poire, qui l'a emmené en prison, parce qu'il critiquait le monarque en place. Le dessin de presse est vraiment consubstantiel de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, et tout naturellement, on se pose la question du blasphème, puisqu'en fin de compte, quelque part, on tourne autour de ça. Alors, il y a eu des grands éléments importants, notamment on a eu le chevalier de la Barre, le chevalier de la Barre, pour mémoire, un jeune chevalier qui chantait et se moquait des religieux, a refusé d'enlever son chapeau quand les religieux passaient. On lui a coupé la langue, on l'a décapité et on l'a brûlé pour blasphème. Quand il y a eu des débats à l'Assemblée nationale sur la loi 1905 et sur la laïcité, c'est Clémenceau qui disait « Dieu se défendra bien lui-même ». Donc on voit bien qu'à un moment, là aussi, les représentants du peuple disaient « Bon, écoutez, chacun chez soi, comme on dit, la République chez elle et la religion chez elle ». Donc c'est très culturel. On a eu des journaux, donc on a bien sûr l'Assiette au beurre et tous ces journaux du début du siècle du siècle dernier, pardon. Et puis on a là actuellement on a Ciné, on a Charlie, on a quelques dessins, de moins en moins de journaux. Ce qui est amusant à se rappeler en petite anecdote, c'est Harakiri. Harakiri, donc je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Harakiri, Charlie Hebdo est né d'une censure. C'est-à-dire que Harakiri avait fait une
Alors, je pense que certains s'en souviennent, hein, balle tragique à Colombey, un mort, voilà. Donc c'était pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'était donc le décès de Gaulle, qui est mort à Colombey-les-Deux-Églises. Et effectivement, ça a été la une de Harakiri. Là, on était dans le crime de lèse-majesté. Là, on n'était plus dans le blasphème, mais c'est limite. Bien, il y a eu censure de Harakiri. Harakiri a fermé, et c'est devenu Charlie Hebdo. Parce qu'ils ont continué, hein, toute la bande à Choron, on n'a pas lâché l'affaire. On voit que cette démarche-là est vraiment importante chez nous. Alors, de quoi on parle ? On parle de dessin d'humour et de dessin d'idées. C'est important. Le dessin d'humour ou le dessin d'idées, faut bien comprendre quelque chose au niveau du dessin. C'est pour ça qu'on a tué des dessinateurs et qu'on tue beaucoup plus de dessinateurs, même dans le monde. Hein. Vous avez énormément de dessinateurs de presse qui sont en prison ou qui sont harcelés ou torturés, que les écrits, tout simplement parce qu'un dessin, c'est ce que disait Cabu, c'est un poing dans la gueule, quoi. Un dessin, c'est très fort, et surtout, comment dire, en plus à notre période là de médias où ça va très très vite, où on reste pas plus de 3 minutes sur une information, enfin ça va avec les réseaux sociaux. C'est clair qu'un texte qui fait une page ou un dessin, mais la force du dessin, il n'y a pas photo. C'est très très fort. Donc on voit d'un côté ce paradoxe où vous avez le dessin qui est de plus en plus un nouveau média, quelque part, l'un des médias les plus importants. Alors quand je dis dessin, ça peut être aussi du montage photo, ça peut être des choses comme ça. Mais l'image devient de plus en plus importante. Et en même temps, il y a de moins en moins d'endroits où on dessine. Si on regarde aujourd'hui au niveau de la presse, vous avez Charlie, vous avez Ciné Mensuel, vous avez dans le Canard un peu de dessin, et puis pratiquement c'est tout. Avant, il y en avait tout le temps. Il y a même le dessinateur attitré, donc Plantu, dans Le Monde. Avant, il était tout en première de couverture, c'est-à-dire quand le journal est plié, on voyait que ça. Maintenant, ensuite, il est passé dessous, et puis maintenant, c'est plus lui qui dessine. C'est un collectif venant de Cartooning for Peace, l'association qu'il a montée. Là, au fur et à mesure, il y a des dessinateurs à tour de rôle qui tournent. Juste à titre d'information, pour bien comprendre de quoi on parle, sur le métier de dessinateur, une du Monde, un dessin, c'est 300 €. Donc ce sont des métiers où il fut une époque où on pouvait gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce sont des métiers où on ne gagne pas d'argent, le dessin de presse. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec peu de dessinateurs, ou plutôt beaucoup de dessinateurs, mais peu d'endroits où s'exprimer, peu de médias, et surtout une peur terrible du buzz média, du buzz sur Internet, du buzz sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un manque de courage terrible à tel point que le New York Times, qui avait un dessinateur et qui avait du dessin tout le temps, qui était un des journaux qui défendait le plus, pour un jour, un dessin pris dans une bibliothèque d'images, voilà, c'est monté en épingle pour antisémitisme. Voilà. Quand on voit le dessin, éventuellement il est raté, mais il n'y a pas d'antisémitisme dedans. Mais c'est monté en épingle, et puis depuis ce temps-là, ils ont décidé de ne plus faire de dessin. Et donc les dessinateurs qui étaient payés à temps plein, parce que dans ces grands journaux, il y a des dessinateurs à temps plein, ils ont été licenciés. Donc le dessin, il y a une particularité dans le domaine du dessin, et je reviendrai bien sûr sur l'histoire de la laïcité, c'est que le cliché, c'est le vocabulaire du dessin. Plus qu'il faut qu'on puisse appréhender en 2 secondes un dessin, ça veut dire qu'obligatoirement on fonctionne par cliché, on fonctionne par idée reçue. L'humour, c'est culturel. On peut, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est un peu ça. Et comme là aujourd'hui, avec cette notion de mondialisation, c'est-à-dire que vous envoyez un dessin, à un moment il se balade partout, il peut se retrouver au Pakistan et on met le feu à des drapeaux français. Comme on est rattaché à la culture, on voit tout de suite qu'à un moment, obligatoirement, ça va coincer quelque part. Donc on se retrouve dans une espèce de mièvrerie ambiante au niveau du dessin, où plus personne ne s'exprimer. C'est le wokisme, hein, c'est tout ça, c'est qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on confond l'offense et l'insulte. C'est-à-dire que on se rend compte de plus en plus que des gens sont offensés d'un dessin. Souvent c'est un dessin, pas parce que les propos en général, quand on réagit comme ça, forcément on s'attache trop au texte, mais plutôt au dessin. On se sent offensé. Or l'enfance, c'est quoi ? C'est je suis une identité, j'ai mon identité à moi, et je suis choqué par ce dessin. Je prends le cas du dessin parce que c'est très souvent, ou la photo, enfin voilà, je suis choqué. Or,
La notion d'offense, c'est personnel. C'est-à-dire que c'est moi en tant que personne, en tant qu'identité, où je suis choqué par cette chose-là. Ça n'a rien d'universaliste. Vous êtes choqué sur quelque chose, je suis choqué sur quelque chose, hein, mais on n'est pas choqué par les mêmes choses, puisqu'on a chacun un point de vue différent par définition. L'insulte, ce n'est pas la même chose. L'insulte, c'est vous en tant que personne qui êtes agressé. C'est pas vous qui construisez votre agression, c'est que vous êtes agressé. C'est fondamentalement une différence. Et les gens confondent l'insulte et l'offense. Et ça, c'est très très intéressant. Tous les procès qu'il y a eu contre Charlie, ils ont pratiquement tous été perdus. Parce que c'est des gens qui étaient offensés. C'est pas des gens qui ont été insultés. Donc c'est pour ça que, quelque part, à partir du moment où on considère que la religion est personnelle, n'existe pas en termes de juridique. Il faut quand même savoir qu'en France, il y a près de 2000 cultes. Alors si on commence à faire la liste et puis à chercher l'élément commun pour savoir ce qu'on a le droit de dire, le droit de faire, on est mal barré. Donc ça, c'est personnel. Donc cette partie-là est personnelle. Donc si on considère qu'on a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où on n'insulte pas et que cette notion de religion n'existe pas, là, cette notion de blasphème n'existe pas. Parce que j'ai le droit de dire ce que je veux, et puis de toute façon, ça, c'est votre construction intellectuelle qui fait que vous êtes offensé ou pas. Et on n'est pas dans l'insulte en disant « Monsieur Dupont, il est comme ça » ou « Monsieur Untel », ou, bien sûr, ce qui est totalement illégal, et encore heureux, bien sûr, toutes les insultes racistes, les incitations à la haine, ou même ce qu'avait fait Trump d'aller au Capitole, etc. Ça, c'est illégal en France. Mais le reste, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc très souvent, je me suis rendu compte que les gens s'autocensurent. Vraiment, beaucoup. Alors, déjà s'autocensurent en général, et alors sur la religion, je n'en parle même pas. Effectivement, depuis le cas de Charlie puis Samuel Paty, alors là, c'est la fête au village, il n'y a même plus un 5, on ne peut même plus sortir une vanne. Ça a peur de se faire cigouiller, quoi. Le dessin, c'est particulier. En plus, historiquement, la caricature, alors là, ce qu'on appelle la caricature, hein, c'est pas de faire un dessin qui a un gros pif, hein, c'est la caricature, c'est-à-dire de prendre un trait ou prendre un élément et puis le tirer au max, caricaturer, c'est le principe. Hein. Donc la caricature, ça a toujours été contre la religion, contre le pouvoir. En général, ça a toujours été autour de ça, sachant que la religion, c'est un peu le contrôle des esprits, et puis le pouvoir, le contrôle des corps. Donc à chaque fois qu'il y a eu volonté de titiller un peu, on s'attaque à des deux grands contrôleurs. La caricature n'est pas une insulte, ça, il faut bien comprendre ça. La caricature d'une situation ou quoi que ce soit. On peut caricaturer quelqu'un de façon agressive. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est très très important à comprendre autour du dessin en général et autour de la caricature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'intention. C'est-à-dire que dès que vous avez un procès, c'est très simple, c'est quelle était votre intention quand vous avez fait ce dessin. Je vais prendre un cas très concret. Mais vous imaginez une caricature de Christiane Taubira en singe. C'est bon, alors alors c'était intéressant cette caricature parce que je suis intervenu dans un collège et j'ai montré cette caricature en demandant est-ce qu'elle est raciste ou pas. Je vous la montre, je la décris. Hein. Il y avait écrit Rassemblement bleu raciste. En dessous, une caricature de Christine Taubira en singe, et puis la flamme du Front National. Premier réflexe, effectivement, quand on voit ça, il y en a plein, et d'ailleurs, ça a fait le tour du web en disant « Ah, ça y est, c'est Charb qui avait fait ce dessin, Charb est devenu raciste. » Charb raciste, ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on voit un dessin comme ça? Ça veut dire qu'un dessin, ça se lit, et qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'était qu'à l'époque, c'était la campagne présidentielle, et là, il est donc écrit Rassemblement bleu raciste. Et avant, c'était Rassemblement bleu marine. C'était ça, la campagne. Et c'était les personnes d'extrême droite qui avaient traité, puisque à l'époque du mariage pour tous, c'est eux qui avaient traité de singe Christine Taubira et qui avaient manifesté là-dessus. Donc, en fin de compte, on est typiquement là d'un dessin comme ça, que si on le regarde au premier degré, donc ce personnage de Christine Taubira en singe, de Christiane Taubira, et puis ce logo-là, on pense tout de suite à un dessin raciste, alors que c'est exactement le contraire, ça détourne complètement. Donc on voit tous les quiproquos qu'on peut avoir sur un dessin, quel qu'il soit, sur un dessin de presse. Alors, autour du blasphème, on a bien sûr tout ce qui s'est passé. On parlera bien sûr des caricatures de Mahomet, on ne peut pas ne pas en parler. Je vais peut-être rappeler quelque chose sur l'histoire de la liberté d'expression, puisque c'est lié. La liberté d'expression, elle est intrinsèque à la démocratie.
C'est-à-dire que si, à un moment, on accepte qu'on se bride la liberté d'expression, ça veut dire qu'on remet en cause la démocratie. Pour une raison très très simple. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le débat. C'est pour ça que quand j'entends à chaque fois qu'on va dire « Allez, c'est le consensus, super, tout le monde est d'accord », moi, je crois que c'est en Corée du Nord qu'on fait comme ça, ou dans certains pays comme ça. Sinon, en général, la démocratie, c'est le débat. C'est le frottement des idées. C'est ça qui crée justement le collectif. C'est pas le contraire. Donc, ça veut dire que pour pouvoir se frotter et confronter nos idées et donc faire démocratie, il faut bien qu'on ait des avis différents. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait la liberté d'expression sans avoir peur de s'exprimer un avis qui est différent de notre interlocuteur. Donc, on voit bien cette notion de démocratie qui est intrinsèque avec la liberté d'expression. Le but du dessin de presse, lui, il est un peu pour faire une sorte de raccourci du débat. Il va dessiner, titiller, soulever, et comme je le disais tout à l'heure, soulever les deux ordres principaux, c'est-à-dire les contrôleurs de la pensée, les contrôleurs du corps, et il va les bousculer. Et c'est pour ça qu'un dessinateur, on peut l'assimiler, soit effectivement en termes d'illustrateur, mais très surtout, on peut l'estimer que c'est un éditorialiste, un journaliste graphique. Quand vous regardez un dessin, en fin de compte, ça pourrait presque être une sorte d'éditorial, comme vous auriez sur une de journal, qui résume une pensée, qui résume quelque chose, mais cette fois-ci un dessin. Alors, c'est intéressant d'observer tous les gens qui sont contre la liberté d'expression, et vous en avez toujours qui sont très choqués, parce que ils n'ont pas compris que, à critiquer, à vouloir censurer, ils se censurent eux-mêmes, ils se scient la branche sur lequel qui leur permet de dire que justement il faut censurer. Ça prouve déjà le niveau intellectuel de vouloir censurer tout le monde, et de ne pas avoir plus loin que le bout de son nez. Ceux qui veulent censurer sont déjà dans des positions où ils sont censurables. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure par rapport à une opération qu'on a montée autour de la laïcité, justement, et de l'affichage et de la partie artiviste dont je parlais. Je vais juste reprendre un peu ces histoires de caricatures de Mahomet, parce que c'est un peu ça qui a mis le feu aux poudres. Ces caricatures sont sorties il y a très longtemps. C'était au Danemark, je crois, ou dans un pays du Nord. Elles sont sorties il y a très très longtemps. Tout le monde s'en est fichu, mais alors absolument complètement. Et puis un jour, elles sont ressorties. Et puis, avec l'arrivée du web, ça a été au Pakistan, je sais pas où. Après, ça a mis le feu. Après, c'est revenu. Donc, les Charlie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hop, faut rien lâcher. Et ils ont raison, faut rien lâcher. Parce que dès qu'on lâche ça, où est-ce qu'on s'arrête, Et je ne sais pas si vous les avez vues, ces caricatures-là, mais en plus, elles sont pas très bonnes. Mais bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est le principe. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour montrer le côté ignare des personnes qui ont crié contre ça, c'est tout simplement parce que vous trouvez des dessins du XIIIe siècle et du XIIe siècle où il y a Mahomet qui est dessiné. Ça ne pose aucun problème. Donc ces gens sont complètement ignares, n'ont jamais lu le Coran, sont complètement des interprétations stupides, mais se cherchent une cause. Ce qui peut interroger sur le modèle républicain qui ne répond plus à ce modèle et qui ne fait plus rêver, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller chercher ailleurs des modèles parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le modèle républicain, ce qui est quand même un souci. Alors, c'était intéressant parce que je donne des cours à l'université de temps en temps, et puis j'ai donné des cours il y a 2-3 ans à l'université de Créteil. Et donc, je me suis retrouvé, alors c'était en master, donc ils ont 20-25 ans, ils ont 20-25 ans, et bien sûr, je me suis retrouvé avec des personnes voilées. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, moi, je suis peut-être trop vieux là-dessus, mais voilà, je me suis retrouvé avec à l'école, mais à l'université, on peut. C'est possible. Donc, le sujet a été autour de, bien sûr, puisque moi, je parlais de facilitation graphique, je parlais de dessin, je parlais de possibilité de s'exprimer avec le dessin. Donc, bien sûr, où est la frontière? Et là, c'est très intéressant, c'est quand on fait le sondage en disant, bon, qu'est-ce qu'on a le droit de dessiner? Qu'est-ce qu'on a le droit de dessiner? Est-ce qu'on a le droit de dessiner la religion? Pas la religion, etc. Pourquoi, etc. Et c'est très intéressant de voir comment, à un moment, le collectif a coupé, et je pense que c'est volontaire, au niveau de couper la capacité aux citoyens de dire non, de dire, je ne suis pas d'accord. On sent, si vous voulez, que on donne de moins en moins les outils de la boîte à outils critique intellectuelle. J'ai vu ce que répétaient les jeunes, donc c'était Bac+5, ça veut dire qu'ils vont arriver sur des postes à responsabilité à court terme. Comment, à un moment, on sentait qu'il y avait une défaillance au niveau du processus intellectuel de remise en question dans la société, que ce que je peux, que ce que je peux pas, que ce que j'ai le droit, etc. On sentait que, oui, c'était des belles machines, ça savait compter, machin, pas de problème, ça savait écrire, mais à un moment de dire, juste où est-ce que je suis, quel est mon rapport à l'autre, quel est mon niveau de tolérance, est-ce que je suis dans le doute, est-ce que je m'interroge, est-ce que je questionne. On sent que toute cette partie-là
n'est pas passé. On n'a pas formé ces gens-là, on les a pas, on leur a pas donné cette matière à penser. On leur a injecté des trucs dans la tête. Et là, c'était très révélateur autour du dessin de presse. Quelque chose qui était assez intéressant, avec quelques amis, on a fait une affiche qui s'appelle La religion, c'est perso. Voilà, parce qu'à un moment, ça commençait à être gonflant, parce que le principe, c'est très simple, vous verrez en politique, c'est que dès qu'il y a un problème, bon là c'est le vaccin, c'est bien, on nous met le vaccin devant, comme ça ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière, mais avant c'était la religion. Dès qu'il y avait un truc, allez, je te fais une loi, je te refais 1905, etc. Et tout le monde qui s'énerve autour de ça, puis pendant ce temps, ils font leur cuisine, ils privatisent, ou ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est la fête au village, mais on nous agite les chiffons rouges. Et à cette époque-là, ils étaient encore en train de nous agiter les chiffons rouges, alors que pourtant la loi est plutôt bien faite, il suffit juste de la respecter. Et ils nous agitaient ça. Donc, avec quelques amis, on a décidé d'imprimer des affiches, La religion c'est perso, et on a été les coller. Et puis, ce qui est amusant, c'est d'aller les coller à Montreuil, d'aller les coller dans des endroits un peu chauds, où il y a un peu de barbu, quoi. Et donc, je me souviens, avec une amie, on était en train de coller à Montreuil, et puis là, on voit une troupe de Maghrébins qui était en train de tenir le mur comme je le faisais à leur âge. Voilà, ils tenaient le mur, et puis on était dans les cités. Et puis, ouais, monsieur, vous faites quoi et tout. C'était sympa, moi je trouvais bien, tu vois, regarde, etc. Et puis bien sûr, je leur pose la question, même si c'est perso, est-ce que tu es musulman? Est-ce que vous êtes musulman? Alors ils disent, ouais, vous êtes musulman, mais si vous collez ça, vous êtes contre. Et c'est là que c'était intéressant. Je leur dis, mais non, je suis pas contre. C'est que justement, parce que c'est la laïcité que tu peux être musulman. C'est parce que justement, on est dans un pays laïque que tu peux être musulman, sinon tu serais chrétien ou tu te tais. Et c'est monté. Et pareil avec mes étudiants, moi j'ai dit, mais attendez, si vous pouvez porter un voile, c'est justement parce qu'on est laïque, sinon vous auriez une croix et c'est rien. C'est tout. Alors, regardez les pays où il n'y a qu'une seule religion, c'est comme ça. Et donc je touchais là, si vous voulez, ce que c'est le fait d'aller coller des affiches dans des endroits, voilà, bon, où on se dit, bon, en plus moi je cours pas vite, donc, bon, et de dire, ok, on discute. On discute sur la religion, on discute sur la laïcité, sur la caricature quelque part, parce que c'était un dessin, voilà, je vous en ai amené quelques-uns. Et d'interroger. Expliquer aussi simplement que de dire... Moi, à chaque fois, je rappelle la règle numéro 1, c'est garantie la liberté de conscience. Voilà, c'est tout. Donc c'est justement, si tu as une liberté de conscience, tu as le droit de me parler, tu as le droit de dire ça, c'est parce que justement la République... Donc défends-la si tu veux continuer à t'exprimer. Là aussi, c'est pareil, réfléchir. Cerveau. Donc là, j'ai vu vraiment ce que c'était le principe. C'est que autour du dessin, de la religion, du blasphème, du dessin de ça, il y a une impasse qui est faite parce qu'ils sont tellement frileux dans les gouvernements, ils sont tellement frileux qu'ils font des trucs tellement institutionnels que c'est d'un pénible. Et alors, le pompon de la cerise, comme on dit, c'était la campagne, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne, mais comment on peut faire un truc aussi nul que ça? C'était une campagne européenne. Alors je sais plus, c'est du genre Mohamed et Sylvie s'entendent bien, c'est ça la laïcité. Qui sont ces gens qui intellectuellement se prêtaient ce qu'on s'appelle Mohamed et qu'on peut parler à Sylvie, c'est un rapport avec la laïcité. Je veux juste savoir comment ils ont été conçus ces gens-là et surtout quelle est la chaîne de décision qui à un moment a dit ok bon à tirer. Donc on est dans cette médiocrité intellectuelle, on peut le dire, quoi, de cette pauvreté intellectuelle où on se rend compte que les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Beaucoup n'ont rien compris. Donc, dès que vous commencez à faire un dessin où vous faites une vanne sur un curé, le pape, ou quoi que ce soit, bah alors, ça y est, on va me crever mes pneus, on va me mettre le feu chez moi, quoi. Je pense, je trouve qu'on rentre dans une période, et moi, en tant que dessinateur, c'est pour ça que je me revendique artiviste, c'est-à-dire d'utiliser l'art pour faire réfléchir. On rentre dans une période de mièvrerie générale, où globalement, on peut pas dire grand-chose, on peut pas, dès qu'on fait un bout de dessin, c'est l'agression, c'est quoi que ce soit, c'est mal interprété, et ça, c'est valable partout, ce qui fait que tout doit être lisse, on peut plus parler de sujet, on peut plus lever de sujet, ce qui fait qu'il n'y a pas de débat. Et comme il n'y a pas de débat, on se retrouve effectivement avec un Jupiter qui décrit, qui va emmerder les gens, qui sont des citoyens libres et égaux, mais pas forcément égaux, parce qu'ils n'ont pas pris la bonne piqûre. Voilà, donc en termes de dessinateur, et par rapport au dessin et à la laïcité, on voit qu'à un moment, le champ se réduit de plus en plus, et que les épisodes, donc bien sûr l'épisode Charlie, et puis l'épisode, Samuel Paty, oui, on fait très mal. On fait très mal parce que la réaction, elle a été que institutionnelle. Ils ne mettent pas en avant, moi je trouve personnellement en tant que dessinateur, j'ai ce regard de liberté d'expression, ils ne mettent pas en avant les avantages de défendre ce modèle-là.
ils sont toujours dans un mode défensif. À chaque fois, la laïcité, elle est ramenée dans un mode défensif et pas dans un mode de liberté. On ne montre pas assez ce que c'est que la liberté d'expression, la liberté de conscience étant liée, hein. La liberté de conscience et la liberté d'expression n'est pas assez mise en avant. Et donc, à chaque fois, les gens se sentent coupables en disant comme si j'ai fait une bêtise, est-ce que j'ai le droit, etc. En résumé, le dessin de presse, la caricature, le dessin de presse, la caricature, est vraiment une culture française. D'ailleurs, je suis le trésorier de l'association France Cartoon, qui est l'association des dessinateurs de presse francophiles. Nous avons beaucoup de dessinateurs étrangers. On en a en Syrie, on en a, enfin ceux qui restent, on en a en Turquie, on en a aux États-Unis, etc. Parce que quelque part, il y a une sorte de tropisme en France autour du dessin de presse. Il existe même un festival à Saint-Just-le-Martel qui existe depuis 40 ans. Alors Saint-Just-le-Martel, je pense que personne ne vous connaît, c'est 2500 habitants, c'est près de Limoges, et ça fait 40 ans, c'est extraordinaire ça fait 40 ans qu'ils font un festival de dessin de presse et d'humour, et les gens, sauf depuis le Covid, viennent du monde entier, dans ce tout petit village, parce que 2500 habitants, qui est complètement dédié au dessin de presse. Donc on loge chez l'habitant, c'est génial, et il y a tout le monde qui vient, quoi. Donc les Charlie venaient là. La dernière fois, Coco, une des dessinatrices de Charlie, est venue. On avait 2 camions de CRS, etc. Avec ce qui s'est passé, quoi. Et même à chaque fois, il y a les gendarmes, il y a tout. Enfin, maintenant, à chaque fois, on est sursurveillé. Mais j'allais dire, même un tout petit bled comme Saint-Just, où on est accueilli adorablement, ça fait venir des dessinateurs du monde entier parce que c'est français. Cette approche-là, c'est vraiment français. Et je finirai en disant une seule chose. Le dessin de presse, ou la liberté de la presse, et ça c'est pas de moi, ça ne s'use que quand on s'en sert pas. Donc, je pense personnellement que c'est presque une démarche citoyenne à chaque fois, que dès qu'on voit une idée ou un dessin qui titille un peu, de le relayer, en disant oui j'ai le droit, et pas on sait jamais. Voilà, j'ai dit. Merci. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, on va passer maintenant à la séance questions-réponses. Donc, qui veut poser la première question ? Merci. Vous faisiez allusion tout à l'heure au dessinateur au Danemark. C'était Theo van Gogh. Oui. Je crois qu'il a été tué juste avant ceux de Charlie Hebdo. Tout à fait, exactement. C'est un des dessinateurs qui a été assassiné pour ses dessins. Exactement. Prochaine question, intervention ? C'est pas une question. Tout à l'heure, vous nous parliez de nous montrer des dessins. Je serais curieux que vous nous les montriez. Oui. Alors. Et du coup, les décrire pour le micro. Alors, celui que je voulais vous montrer, c'était celui de Christine Taubira. Ce que je voulais juste vous montrer, c'était l'affiche dont je vous parlais pour l'anecdote de ce dessin-là. Donc, je le décris là. Donc, c'est 2 mains qui font un cœur, avec au milieu laïcité, et puis au-dessus, il y a écrit donc la religion, c'est perso. J'en ai collé à côté Notre-Dame de Sion, l'école qui est juste à côté là, à Notre-Dame de Sion. Et il y en a un, c'est marrant parce que c'est devenu un endroit, j'en ai collé un endroit et c'est devenu un endroit d'expression. Et après il y a des gens qui écrivaient dessus et il y en a un, il a mis par exemple le vaccin aussi. Le vaccin aussi c'est perso. Et puis il y en avait qui commençaient à dialoguer dessus, ça c'était assez marrant. Et puis ce qui est marrant, alors ça c'est un petit peu le côté, je pousse un peu, c'est que j'ai une fille à Notre-Dame de Sion là, qui a 13 ans, et donc je lui ai fait un sweatshirt, la religion c'est perso, là, avec en gros devant, etc. Et donc le 9 décembre, puisque 9 décembre c'est la loi 1905, elle était à l'école avec son t-shirt à Notre-Dame de Sion avec la religion c'est perso, ça a été super bien reçu. Et même le prof d'art visuel présente parmi les dessins, présente celui-ci aussi, quoi. Donc on voit que c'est plutôt c'est pas un problème religieux, c'est un problème d'ouverture d'esprit, cette question-là. On le voit exactement parce que ce dessin ne provoque personne ni quoi que ce soit. Et c'est ce dessin-là que je vous avais dit que j'avais présenté dans une cité à Montreuil et que j'avais regardé et puis il s'interrogeait et puis non, je t'agresse pas là, au contraire, je te permets de t'exprimer, quoi. Je crois d'ailleurs qu'il est possible encore d'afficher ces flyers, ces expos un peu partout et qu'il est possible d'en retirer si le besoin s'en fait sentir par qui le souhaite. Tout à fait. Ouais, l'idée qu'on a fait là avec les copains autour de ça, c'est que en fait, quand vous en voulez une, vous la prenez, vous allez la coller. Je vous demande une chose, si vous m'envoyez la photo de l'endroit où vous l'avez collée.
Et puis, ce qui se passe, c'est que il y a toujours quelqu'un qui donne 5 euros, 10 euros, etc., ce qui nous permet d'en réimprimer. On le fait de façon complètement... parce qu'on se rend compte que ce soit des personnes croyantes ou pas croyantes, tout le monde est concerné par cette histoire-là. On voit bien qu'à un moment, j'allais dire, même les croyants, ils commencent à être embêtés aussi avec ces histoires-là. Donc voilà, ils ont bien compris qu'à un moment, il fallait séparer les deux, quoi. Donc effectivement, vous pouvez en prendre et aller les coller avec plaisir. Tout à l'heure, vous avez évoqué Honoré Daumier. Oui. Et j'aurais voulu que vous réexpliquiez ce que vous disiez, parce que je n'ai pas compris. Et j'ai un gros livre à la maison qui vient de chez mes parents, qui étaient des Suisses allemands, et c'est extraordinaire, Honoré Daumier. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez revenir une histoire de poire Oui, tout à fait, oui. Daumier, c'est notre père à tous, entre guillemets, en termes de dessinateur. C'est celui qui a été le plus loin. Et une fois, il y a un dessinateur, dont je me souviens plus le nom, qui avait critiqué donc Louis-Philippe et qu'il avait dessiné en poire. Donc il avait fait une poire, parce qu'effectivement, il était un peu... Voilà. Puis, avec la critique, l'avantage, c'est que avec la caricature, c'est qu'on décide de comment... Voilà. Et donc il avait dessiné. Et il y avait une très forte... et il avait eu des problèmes. Il avait été emprisonné, ce dessinateur. Et donc Daumier, qui était à l'époque une vraie star, a dit je vais reprendre ce principe-là. Et il a refait le dessin des poires. Et donc vous verrez, si vous verrez ce dessin, vous avez les 4 dessins. C'est-à-dire que vous voyez une poire au début, puis une poire qui transforme au fur et à mesure, qui se transforme dans le visage du président de l'époque. Et Daumier était en prison pour ça. Et quand il y a eu des manifestations dans la rue, ce qui était intéressant, c'est que ce symbole de la poire était devenu tellement important que les gens manifestaient en disant « Ah bah la poire molle ». Parce que c'était une poire molle, c'était quelqu'un qui était tout mou, etc. Et donc ils manifestaient en disant « Ah bah la poire molle ». Donc Daumier était un des dessinateurs. Ce qui est extraordinaire, quand on regarde les dessins de presse donc de cette époque-là, ou du début du siècle dernier, 1900 ou même plus tôt, mais ils sont d'une virulence, y compris anticléricaux. C'est impressionnant. Vous avez des trucs contre les curés, contre le pape. Vous en faites le 10e aujourd'hui, mais... alors bon, ça va, les catholiques ils sont un peu calmés. Mais vous faites le 10e sur cela, et vous avez toutes les manifs possibles et inimaginables. C'est vraiment intéressant de se replonger dans là pour voir jusqu'où il poussait le dessin. Et si vous avez le livre de Daumier, vous verrez, c'est impressionnant comment la critique bien de l'Église... pas notamment, même des gouvernants, c'était vraiment impressionnant, très très fort. Aujourd'hui, on n'ose pas, on n'ose plus parce que voilà, il y a bien Zozo qui va le reprendre, qui va le mettre sur Internet, et puis ça va faire, là, ça va monter en flèche, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est une capacité à catalyser les colères. Alors ça ne dure pas forcément très longtemps, mais il y a de sacrés dommages collatéraux, quoi. Donc vous reprendriez l'équivalent des dessins de Daumier, par exemple, sur les personnages actuels. Vous mettez le feu, quoi. C'était beaucoup plus courageux à l'époque et on avait beaucoup plus de place pour le dessin. Alors, plusieurs choses. Daumier, donc, j'ai vu un livre d'histoire de 4e, si je ne dis pas de bêtises, et donc il y a des caricatures de Daumier qui sont dans le livre de l'éducation nationale. Première. Ouais. Voilà. Donc il faut le dire, il faut le reconnaître. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au sein des réseaux, avec les réseaux, après les attentats de 2015, j'ai fait je suis obligée de dire j'ai initié, mais après ensemble évidemment on a travaillé avec des enfants et on a travaillé autour des dessins, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les caricatures et tous les dessins sur tous les journaux possibles et inimaginables, j'ai tout découpé, etc. J'ai tout mis en vrac dans une salle et avec un groupe d'enfants, c'était donc pendant les temps dits d'études, le soir entre 16h30 et 18h30. Il y avait donc en tout, il y avait une trentaine d'enfants, il y avait 2 groupes de 15, mais en tous les cas une trentaine d'enfants. Et donc on a lu, j'insiste bien, on a lu donc tous les dessins. Les enfants ont été terriblement choqués puisque c'était l'époque où il y avait des gouttes de sang
qui tombaient, effectivement, il y avait des enfants qui ne voulaient pas regarder. Et il y avait des enfants qui disaient que de toute manière, leurs parents leur interdisaient de regarder. Et je suis enseignante aussi en même temps. Et donc, je leur disais que de toute manière, à l'école, on avait le droit de tout regarder à condition d'être accompagné et que donc ils pouvaient nous faire confiance, en tous les cas, au groupe d'adultes qui étaient là et qu'effectivement on pouvait regarder, on pouvait comprendre, on pouvait analyser, etc. Donc on a parlé, il y a eu plusieurs séances simplement sur la lecture de tous les dessins et ensuite, après, chacun devait, par groupe de deux, devait choisir un des dessins et lui remettre un slogan. Donc cette fois-ci, non plus parler avec un dessin, mais parler avec des mots. Et c'est-à-dire qu'ils reprenaient les caricatures et ils ajoutaient un texte, mais leur propre texte à eux. Et ensuite, dans un troisième temps, je suis allée encore plus loin, donc je les ai mobilisés autour du dessin. Donc les conclusions sont les vôtres, évidemment. Donc on était avec des CM1 et CM2. Donc effectivement, les enfants n'avaient plus du tout envie donc de dessiner parce qu'ils pensaient qu'ils ne savaient pas dessiner. Alors donc je me suis appuyée sur les mangas parce que ça par contre ils le connaissaient et donc on a pu au travers des mangas on a pu aborder le problème du dessin. Voilà, c'était une piste pour rentrer dans le dessin et pour que eux ils puissent dessiner aussi. On a fait une grande exposition. Malheureusement je n'ai plus beaucoup de traces de cette exposition. Mais franchement, c'était un travail très très riche et on était là dans la vraie liberté d'expression. En tous les cas, en termes d'expression, ça a balayé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui étaient enfouis et dont ils n'osaient pas parler. Et les parents, donc parce qu'il est hors de question de faire un travail avec les enfants sans les parents, et les parents se sont mobilisés aussi. Et là, les parents ont compris et ils étaient heureux de savoir à quoi servait le dessin. Voilà, donc ça c'est important, d'où l'importance de faire tout ce travail continuel d'éducation, pas seulement populaire, parce que ça, les réseaux c'est d'éducation populaire, mais pas seulement populaire, et d'aller partout. Et donc ma troisième question, donc là cette fois-ci, vous intervenez donc au sein des écoles, au sein des collèges, auprès ou pas? Voilà. Et puis dans quel cadre parce que j'ai au moins un collègue, je pense, qui serait très sérieusement intéressé par votre venue. Mais peut-être que vous le connaissez parce que c'est un des professeurs de français du collège Galilée. Non, a priori, ça, c'est bien. Voilà, c'était au cas où, quoi. Voilà. Alors oui, belle expérience. Ce que j'ai pu, alors oui, effectivement, j'interviens en collège et en école, notamment, donc soit effectivement de façon spontanée comme ça, parce que par la relation, par le relationnel, ou alors dans le cadre de festivals de dessin. Par exemple, fin d'année dernière, donc il y a le festival du Poinçonnet, donc c'est vers Châteauroux. Pareil, ils font un festival de dessin et le festival dure le week-end. Mais par contre, ceux qui peuvent, les dessinateurs, on vient la semaine et on intervient dans des écoles et dans des collèges. Et c'est passionnant. Ce que vous décriviez sur le travail remarquable que vous avez fait, ce que je me rends compte, c'est quand je parlais de l'éducation nationale, je ne parlais pas des professeurs. C'est-à-dire que le problème qu'on a, mais ça c'est valable dans les administrations en général, c'est quelque part, je vais appeler ça le logiciel, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de nos administrations, qu'elles soient territoriales ou nationales, c'est qu'il est obsolète. On ne fait pas confiance aux gens, on les bride complètement, on leur demande des indicateurs hors sol, enfin voilà. Il y a cette perte complètement de faire confiance à l'acteur, celui qui fait. Et j'ai rencontré plein de professeurs extraordinaires. Quand je suis donc intervenu fin d'année dernière dans les collèges, c'est génial. Vous arrivez dans un collège, bon, Châteauroux, c'est pas Paris, quoi. Voilà. Et des gens qui se sont mobilisés, super bien reçus. Il y a plusieurs classes, vous avez plusieurs classes, vous intervenez. Ils ont fait un travail préparatoire avec le centre de documentation, avec la documentaliste et avec les profs. C'est génial. Donc oui, quand je parlais d'éducation nationale, je parlais surtout pas des professeurs. Il y a plein de professeurs qui font un travail remarquable. Il y a des très beaux outils. Le Clémy, par exemple, fait de très bons outils autour de ça. Mais je vais dire quelque chose, de toute façon je peux en tant que dessinateur. C'est que le poisson pourrit par la tête, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est
on a clairement ce problème-là, c'est que on a plein de gens qui veulent bien faire et puis on les empêche de bien faire parce qu'il y a quelqu'un d'absolument génial en haut qui a décidé ce qu'il fallait faire, quoi. Et le nombre de profs que j'ai vus en résistance, entre guillemets, à essayer de passer là aussi entre les gouttes, que ce soit pour trouver à financer telle ou telle chose, financer telle sortie, faire un numéro de claquette pour monter tel dossier pour telle chose, c'est insupportable d'empêcher les gens de travailler comme ça, quoi. Et donc ça participe de ça. C'est-à-dire que à partir du moment vous demandez à un prof ou à quelqu'un qui doit transmettre la liberté de penser, la liberté d'expression, etc., vous demandez à quelqu'un de le faire, déjà vous lui avez coupé les ailes sur les moyens de faire, en disant donc déjà il va falloir que tu arrives à faire, donc déjà il faut qu'il sorte de sa zone, voilà, où on l'a enfermé complètement, pour en plus aller dire au gamin, tiens, toi aussi sors de ta zone et élargis ta zone de confort. Ça met la barre un peu haut, quoi, hein. Donc, oui, mais moi je pense que je suis très clair, hein, depuis ces dernières années, et ça date pas que de notre président actuel, hein, ça fait quand même quelques présidences que c'est comme ça. Il y a des attaques réelles à la République, aux fondamentaux de la République. Notre République est abîmée par ces gens-là. L'exemple que je prenais tout à l'heure, indépendamment de l'histoire qu'on est pour ou contre le vaccin, c'est pas le sujet, hein, mais à un moment, la République est une et indivisible. Donc la citoyenneté est une et indivisible. Donc comment ça se fait que des gens qui ne sont pas vaccinés, mais comme c'est pas obligatoire, donc c'est légal, donc on est tous égaux, eh ben ceux-là n'ont pas les mêmes droits. Je m'interroge juste pour que, à un moment, il y ait personne qui dise, les gars, aujourd'hui c'est ça, demain c'est quoi? Parce que juste, faut savoir que quand même, là, on nous parle du vaccin et puis du Covid, mais on a juste que là, il faisait 27 à Royan la semaine dernière, quand même. Voilà. Et que le matin, il faisait 12 la semaine dernière, quoi. Et 12, quand on entend les oiseaux, on a l'impression d'être au printemps. Il est là, le problème. Ils vont nous faire quoi? Ils vont nous mettre les chars pour qu'on aille travailler et puis qu'on dépense rien et puis qu'on nous mette sous surveillance, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Alors la liberté d'expression, on peut bien penser que là ce sera plus le sujet, quoi. C'est pour ça qu'il faut la défendre maintenant d'autant plus. C'est pour ça que maintenant il faut pas y aller, faut pas hésiter à pousser les dessins, à les relayer, etc. Faut rien lâcher, parce que dès qu'on leur lâche un truc, ben alors c'est la fête au village chez eux. Alors moi, je voulais juste partager avec vous, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, la liberté d'expression qui est complètement bâclée par notre gouvernement. C'est quand même ce qui s'est passé il y a quelques semaines sur une manifestation à Paris, avec ce camion food truck, camion rose, qui est amendé à chaque manifestation. Cette personne a des autorisations pour pouvoir venir sur les manifestations, vendre ses sandwichs, etc. Elle est là depuis des années. Et depuis 3 ans, elle est systématiquement, on lui donne des amendes, on la bloque, elle en est à, je sais plus, 50 000 € d'amende à payer. Et la dernière fois, il y a eu une caricature qui a été posée, non pas par elle, mais par des manifestants, sur son camion. Donc elle a autorisé que ces artistes s'expriment en posant cette banderole sur son camion. Et ils ont été d'office arrêtés. Là, il y a un procès qui est en cours. Et voilà, donc on parle de liberté d'expression avec des lois que notre gouvernement crée pour la laïcité, pour la liberté d'expression. Et ça, voilà, c'est mis à mal. Et parce qu'on fait une caricature de notre président, du préfet. L'allemand, oui. L'allemand, voilà. Et ben, toutes ces personnes sont... Vous pouvez décrire peut-être un peu mieux, parce que pour la radio, ce sera... Oui, alors en fait, l'image montre finalement les moutons qui sont sous le pouvoir de l'allemand, qui lui-même est dirigé par le président Macron, avec une main sur son épaule, etc. Et en fait, Macron est montré comme marionnette. Hein. Et, voilà. Enfin, et puis au-dessus, il y a écrit la sodomie en marche, quand même. Quand même. Mais un dessin comme celui-ci, quand on regarde les dessins, on parlait de Daumier tout à l'heure, hein, mais quand vous regardez les dessins de l'époque, ils étaient encore plus trash. Hein. Mais ces gens-là n'acceptent rien. Ils ont un tel ego d'eux-mêmes. Ils en sont au stade du crime de lèse-majesté. C'est du blasphème pour eux, quoi. Dans leur tête, c'est du blasphème de la majesté. Ils sont incroyables. Bonsoir. Moi, j'avais une question à la dame. Quand vous êtes exprimé sur le travail que vous avez fait avec les élèves, je ne me trompe pas, c'était en 2015, c'est ça? Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont passés depuis 2015, est-ce que vous pensez pouvoir refaire ce même travail dans les mêmes conditions, avec la même participation des élèves, des parents, de l'éducation nationale? Alors, comme je suis convaincue, je pense que oui. Alors, je ne dis pas avec tous les enseignants,
Donc je rejoins Jean-Christ, c'est ça. Donc pour dire que effectivement tous les enseignants ne prendront peut-être pas ce risque en tous les cas, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. De le faire sur un temps périscolaire, ce serait plus aisé, ce serait plus facile, d'accord. Et puis je pense que c'est préférable de le faire sur un temps périscolaire parce que d'abord le nombre d'enfants peut être moindre. Donc c'est important aussi le nombre d'enfants. Quand on est dans une classe entière, l'expression de chacun parfois peut être actuellement justement peut-être, je veux dire, un peu chahuté. On n'ose pas, on ne veut pas, les enfants ne veulent pas prendre le risque. Mais sur un petit groupe, je pense que c'est tout à fait possible. Je suis à peu près sûre que c'est possible. Peut-être que les enfants seront d'autant plus choqués, peut-être. Peut-être que les parents viendront plus facilement interpeller la personne qui organisera ce travail. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais je vous dis pas que ça va être facile. Attention, hein, d'accord. Voilà. Il faut que ce soit bien cadré, il faut que ce soit présenté avec certainement un préalable, avec un travail autour de la liberté d'expression, justement, et seulement la liberté d'expression, un travail préalable au départ. Je le mènerai avec une lecture d'autres documents, certainement avec des références historiques aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire comme ça, je veux dire, du jour au lendemain, ça se prépare. Voilà. Je pense que ça se prépare, mais je crois que si on cadre, si on met des références culturelles en face, si on dit aussi que ça a déjà été fait, parce que ça a déjà été fait, et non seulement cette expérience-là, mais il y en a plein d'autres d'expériences de ce genre, je pense que c'est tout à fait possible. Et enfin, ce sont mes convictions, d'accord ? Je parle bien en termes de conviction parce que j'y crois, parce que je crois qu'il faut continuer d'y croire. Voilà. Donc par rapport à ça, je voudrais ramener une expérience équivalente à celle-là, mais qui se passe maintenant et qui me laisse nettement moins optimiste qu'Annie Lambert. Je connais une professeure des écoles qui régulièrement, pas tous les ans, mais régulièrement, fait entre autres des dessins sur la sorcellerie et sur le monde d'Harry Potter. Et cette année, donc il n'y a pas que des dessins, mais il y a des dessins aussi, les enfants dessinent, les enfants fabriquent des objets, etc. Et cette année, elle s'est retrouvée en but, elle et son école donc, à des parents, alors que moi j'appelle intégristes, mais ce n'étaient pas des intégristes type islam, etc. C'était juste des chrétiens évangéliques et qui ont reproché plus que vertement et qui ont fait savoir et qui ont fait... Bon, ça n'a pas été aussi loin puisque il s'agit de ma fille. Hein. Ça n'a pas été aussi loin que... ça n'a pas été trop loin, mais ça l'a mise en grande difficulté. Heureusement qu'elle a eu le soutien de sa hiérarchie, qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'a pas été le cas pour Samuel Paty. Mais le rôle d'une censure sur la liberté des autres au nom de sa propre liberté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est assez surprenant d'imaginer qu'on peut dire à quelqu'un « Toi, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu vas déformer mes enfants ». C'était en gros le discours. Tu vas déformer la façon de penser de mes enfants, alors que celle que je leur donne, elle est mieux, sans s'occuper de l'enfant, puisque l'anecdote, c'est que les enfants, il y avait 2 frères, étaient effrayés de la réaction de leurs parents, mais que petit à petit, comme ça a continué quand même, heureusement qu'il y avait un soutien, les enfants se sont détendus et ont accepté d'aller dans quelque chose qui s'opposait donc à leurs parents, donc ont accepté une forme d'émancipation. Donc ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est liberté d'expression, ok, toutes les libertés, mais l'objectif politique, quand on critique les politiques, l'objectif politique, sans chercher à critiquer, c'est comment on obtient l'émancipation des personnes qui ou bien s'opposent, ou bien ne comprennent pas, etc. Et donc ce travail-là doit être accompagné et doit être continué absolument, hein, parce que c'est... qui dit liberté de conscience dit le côté, le revers ou l'envers, enfin, ou l'avers politique, c'est le développement de la démocratie, le développement de la République. C'est pas pour le plaisir de contrarier des gens. C'est ce que vous disiez exactement, c'est-à-dire que
on se rend compte que ce sont des affaires de personnes. S'il n'y a pas de portage au plus haut niveau, donc que ce soit au niveau de l'établissement, au niveau de l'académie ou quoi que ce soit, faut se battre déjà pour exister, déjà pour faire le projet, et puis après se battre à faire le projet, et puis après à protéger, etc. Et puis on se fait lâcher dès qu'il y a un truc, parce que le courage, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est bien réparti. Là, par exemple, je vous disais par rapport au Clémy, mais il se trouve que au Poinçonnet, c'est dans l'Indre, c'est le Canopé, donc Canopé qui est l'institut qui accompagne l'éducation nationale, hein, qui est d'ailleurs en train d'être là aussi abîmé complètement et restructuré complètement, avec perte d'autonomie et tout. Enfin, voilà, ils sont en train de casser le joujou, comme ils font partout. Et Canopé, là-bas, était très investi. Et c'était un soutien de Canopé avec les profs, donc il y avait une vraie démarche. Tout seul, sur son île déserte, faire un projet comme ça, c'est un travail de fou, quoi. Il faut vraiment faire ça à plusieurs. Hein. Et surtout être effectivement protégé. Si on n'est pas protégé, ça n'a pas de sens. Aucun de nous n'est un combattant de la République. Enfin, je veux dire, on est juste des citoyens, libres, égaux en droit, et on s'exprime en tant que tel, quoi. Et moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit sur le fait que les dessinateurs français sont parmi les premiers ou parmi les plus importants au niveau humoristique, etc., et pour la laïcité. C'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais j'ai vu, par exemple, avec le Irak en Algérie, il y a un journaliste que vous devez connaître qui a fait des remarques, des images absolument sensationnelles. Quand il est sur un balcon, devant tout le peuple algérien qui est en train de protester, etc., et qui a dit « Je vous ai compris » avec le chapeau d'un colonel, bien entendu. C'est quelque chose d'assez remarquable. Des images comme ça, évidemment, c'est des images qui frappent, qui sont les plus importantes. Hein. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, la laïcité, c'est un problème qui est un problème permanent et sur lequel il faut lutter en permanence. J'ai ici, par exemple, un article récent dans notre demandeur qui parle justement de la laïcité et en disant que finalement la laïcité n'est pas un phénomène nouveau. Déjà en 1789, comme vous l'avez dit tout à fait, on parlait de ça. Et la loi de 1905, etc. Un article très intéressant que vous trouvez dans un hebdo, là. Hein. C'est dans l'Obs si vous voulez savoir, et qui parle de toute l'évolution des histoires de la France, qui est un article remarquable, hein, qu'ils ont fait récemment. Dernier point, si vous voulez, qui me paraît intéressant, c'est de me poser la question pourquoi les problèmes de laïcité et de liberté et de république sont si importants en France, ont été si importants en France, et qu'actuellement, en France comme dans le monde d'ailleurs, on abandonne complètement ces notions-là, à cause bien sûr de l'argent principalement, parce que la monétarisation de l'argent, c'est l'élément principal de toute discussion politique à l'heure actuelle. Et les problèmes d'humanité et de liberté, on les oublie complètement. C'est ça qui est le vrai problème, c'est comment on peut lutter avec ce qu'on fait aujourd'hui, bien entendu. Mais c'est très limité, comme vous le voyez. Hein. Comment peut-on arriver à toucher les gens? Il y a eu des philosophes au XIXe siècle, sensationnels, des écrivains, Victor Hugo, on les connaît tous à peu près, mais comment se fait-il que ces gens-là n'existent plus aujourd'hui? C'est terminé. Les philosophes qu'on voit à l'heure actuelle, avec des chemises blanches et bien ouvertes, ils me font rigoler, ces philosophes-là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, où sont-ils, les vrais philosophes, aujourd'hui? Parce que c'est ça qui manque à la France à l'heure actuelle, et en Europe, et dans le monde. Et il y a des philosophes, il y a des gens qui travaillent, la preuve, vous êtes là. On a, en plus, la France, c'est un pays politisé. Il y a des pays qui sont pas politisés. Nous, on est un pays politisé, la preuve. Vous voyez, on est à Évry, et on est en train de discuter de sujets qui sont quand même plutôt philosophiques, quand même, et plutôt d'un haut niveau. Donc, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le libéralisme économique est antinomique de la démocratie. C'est pas compliqué. À partir du moment où on demande aux gens de réfléchir, de s'exprimer, on peut pas leur vendre n'importe quoi. Donc, on a, depuis quelque temps, notamment avec les grandes puissances financières et les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook et compagnie, un vrai travail de transformer le citoyen en consommateur. En plus, eux, comme ce sont des entreprises mondiales, ils prennent le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire, pas de fesses, pas de sexe, pas de religion. Donc, on se retrouve à Disneyland, quoi. Donc, toute la communication, tout ça, c'est... quand vous avez le tableau de Courbet, l'origine du monde, qui est systématiquement censuré sur Facebook, c'est quand même... voilà, et c'est valable pour des statues des statues en marbre qu'on trouve à Rome, qui sont censurées par les robots automatiquement sur Facebook, et tout ça parce qu'ils sont nus. Donc,
là, vous avez d'un côté des puissances financières qui n'ont strictement aucun intérêt à qu'il y ait une vraie démocratie, qu'il y ait la vraie liberté d'expression, y compris d'aller dénoncer, ne serait-ce qu'une société comme Pfizer, qui n'a pas plus tard qu'il y a 2 ans, a été condamnée à plus d'1 milliard d'amendes parce qu'ils ont trafiqué leurs chiffres, sur tous leurs chiffres médicaux là, qui donnent justement pour faire avaliser leurs médicaments. Quand même, je veux dire, bon, ça va super loin, quoi. Mais ça, on peut pas le dire. Là, tous les discours que vous avez, je trouve ça très intéressant, l'épisode du Covid par rapport à ce que vous disiez, parce que là, on a basculé en mode religion, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, il y a une religion, c'est le vaccin, voilà. Donc on a interdit officiellement aux médecins de soigner, ce qui s'est jamais vu. Donc il y a une religion là-dessus, on fonce là-dessus. Plus de propos, donc les grands médias, qui ne sont plus des médias publics, mais qui sont des médias privés, c'est-à-dire globalement Google, Twitter, Facebook, Instagram, etc., ont eu des instructions pour filtrer tout ce qui était toute forme de débat. Il y a des tests qui ont été faits de ça, juste de poser des questions, on parle même pas d'afficher en disant « ouais, Raoul c'est Superman » ou je sais pas quoi, c'est pas le sujet. C'est juste de poser des questions, et ben ça c'est filtré. Parce que tout simplement que je vais dire, ça va faire un peu gauchiste de base, mais le grand capital n'a aucun intérêt à qu'il y ait des vraies discussions. Parce qu'à un moment, on va les remettre en question en disant, mais attendez, c'est quoi ce monopole? Pourquoi vous décidez? Quelle est votre légitimité? Quand vous avez une entreprise comme Twitter qui décide de couper le compte du président des États-Unis, même si c'est un dingue, ok, on est d'accord, hein, mais quelle est la légitimité démocratiquement du board, c'est-à-dire de l'équipe dirigeante d'une entreprise, de couper le fil Twitter, donc là on revient sur la liberté d'expression, le fil Twitter du président des États-Unis, qui est quand même une démocratie, hein, on en dira ce qu'on veut, mais elle est ce qu'elle est. Mais c'est-à-dire qu'il y a une dérive de la privatisation de l'espace public, de la communication, de l'espace d'expression qui est énorme. Et comme c'est des multinationales, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de plus en plus réduit, puisqu'on peut pas parler de ça, on peut pas parler de ça, on peut pas parler de ça. Et donc globalement, bah, on se retrouve à Disneyland, quoi. C'est-à-dire tout est beau, tout est propre, on est tous rasés de près et tout, c'est super. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez d'autres plateformes à côté qui se créent. C'est-à-dire que vous avez YouTube et puis vous avez Odyssée à côté, où là, effectivement, les gens peuvent s'exprimer. Et là, il n'y a pas de modération. Donc, effectivement, bah, c'est complètement récupéré, notamment par l'extrême droite et par notamment beaucoup de ces gens-là. Donc, alors, pourquoi aujourd'hui on en est là? Pour moi, mon analyse, c'est que les pouvoirs ont peur. On a oublié la mort. Enfin, je veux dire, la mort, surtout dans notre civilisation occidentale, la mort n'existe plus. On perd personne, tout le monde a peur de la mort. On ne prépare pas la mort avec la vie. Ce qui fait qu'on veut une vie sans risque, ce qui n'existe pas, puisqu'on connaît tous la fin du film. Hein. Et donc, comme on a peur de ça, les gens vivent dans la peur. Et comme ils ont peur, ils se referment. Et quand ils se referment, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont peur de l'autre. Et comme ils ont peur de l'autre, eh ben, c'est les régimes totalitaires. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, là, on a clairement une dérive pré-fasciste. Faut pas se mentir. Jamais, si on regarde aujourd'hui les gouvernements, ben, je prends Orban, mais même chez nous, enfin, je veux dire, ce qui est en train de se passer, les règles depuis Macron, mais même avant, les 49.3, les trucs, les machins. Allons-y, la démocratie, on s'en fiche. Les députés, on s'en fiche. Il y a une dérive de totalitaire. Et le pire, c'est qu'il y a une accoutumance. On commence à avoir une accoutumance à une société de surveillance, à une société de policière. Moi, je sais pas, quand j'étais minot, quand j'allais à la Fnac, on fouillait mon sac en sortant, pour voir si j'ai pas piqué quelque chose. Maintenant, on fouille mon sac en rentrant. Et vous avez même des gens, ils courent à la caisse pour dire, regardez, j'ai rien. Vous n'avez plus d'intimité, on est où là? Donc il y a une bascule. Je sais pas, vous vous souvenez, vous les téléphones portables, vous vous souvenez, il y a quelques années, combien tout le monde coupait son numéro, c'est-à-dire qu'on n'affichait pas son numéro de téléphone dans les débuts du portable. Je sais pas si pour les premiers qui ont eu des téléphones, avant ça affichait le numéro et on faisait que ça affichait pas le numéro. Genre, maintenant, quand on sait pas qui c'est, on décroche pas. C'est intéressant d'observer ces inversions de là, parce qu'on est dans un état où la peur s'installe de plus en plus, la peur y compris de nos gouvernants, de la police. Hein. Moi, je connais pas mal de gens et moi j'en fais partie. Chaque fois qu'on se fait arrêter, on n'est pas tranquille, quoi. Et pourtant, je suis pas forcément un délinquant, quoi. C'était pas le cas il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Moi, mon père, il me disait, va voir la police, si t'as un problème, va voir le policier. Hein. Donc il y a une dérive à qui on peut faire confiance. Alors on se retrouve à faire confiance à sa communauté, puisqu'on peut plus faire confiance au collectif. Et c'est là qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ces histoires de communautarisme par rapport à cet universalisme, et donc ces notions d'offense. Moi, dans ma communauté, on fait pas ci, on fait pas ça, on mange pas de cochon, on mange pas ci, pas ça, on n'a pas le droit de dessiner de sorcière, ou je sais pas quoi, voilà. Et puis, et ils sont en train de détruire la République, ces gens-là. Ils sont en train de nous l'abîmer, ce beau projet. Et alors après,
je suppose certains d'entre vous ont un peu voyagé, hein, on est quand même bien en France. Mais c'est d'autant plus qu'il faut bien le préserver. Parce que quelque part, on n'arrête pas de dire qu'on est un petit pays. On est peut-être un petit pays, mais sur ça, on est, pour ceux qui ont voyagé, hein, quand on parle de la France, et puis effectivement, la liberté d'expression, la laïcité, c'est pas n'importe quoi. Quand je vois tous les problèmes qu'ils ont eu au Liban, pour arriver à faire un gouvernement, parce qu'il faut faire des quotas entre les religions, c'est là qu'on se dit, la laïcité, c'est quand même pas mal, quoi, hein, parce qu'au moins, il serait tout de suite efficace. Hein. Oui, ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a la France reste un modèle, entre guillemets, idéologique, voilà, avec une histoire, et puis historique, etc. Mais défendons-le, parce que franchement, c'est pas ceux qui sont des riches qui les défendent, hein, moi je trouve, hein, sur ces temps-ci. Hein. Mais là, je n'engage que moi. Voilà, moi je dirais déjà en matière de protection sociale, je crois que la France est le seul pays au monde qui protège autant. L'histoire du vaccin, d'accord, depuis le 17, c'était au milieu du 17 mars 2020, à midi, voilà. Moi, dans mon fort intérieur, je me disais, c'est un virus qui nous rappelle qu'on est tous mortels. J'ai travaillé dans une collectivité territoriale. On a connu tous les virus possibles et inimaginables, y compris la grippe H1N1. On a toujours été au contact du public, sans masque, sans rien. Donc moi, quelque part, ce virus, il me dérange un peu. Hormis qu'au départ, c'était une pandémie qui était mondiale. Après, on en a fait une histoire un peu franco-française. Par rapport au vaccin, moi, je me dirais que c'est la collectivité qui devrait primer sur le reste. Parce que dans 4 ans, on y sera encore. Si chacun veut arranger les choses à sa sauce, enfin, il y a plein de choses à dire. Les journalistes, ils en ont fait des gorges chaudes. Ils ont utilisé les médecins, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas non plus exemples de modèles, quoi que ce soit. Moi, je sais que pendant des mois, j'ai boycotté tout ce qui était CNews, BFM et j'en passe. On se levait avec, on se couchait avec. Il y avait 100 000 actualités qui tombaient tous les jours. Ça ne voulait pas devenir dingue. Voilà, moi j'ai fait le choix de ne plus écouter. Et malheureusement, on arrive à 2 ans maintenant. Et ça continue. Après, c'est aux gens aussi peut-être de protester ou d'arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qui est véhiculé au niveau de l'information. Ce que vous disiez par rapport au collectif et au personnel, prenons le cas par exemple effectivement d'une pandémie, c'est indéniable que c'est le collectif qu'il faut protéger. Là-dessus, la question ne se pose pas. La question, c'est comment. C'est comment et est-ce qu'on a le droit d'avoir un débat là-dessus. À partir du moment où on est tous concernés, est-ce qu'on considère que c'est un comité de défense sous secret de défense qui décide à 10 sur le destin de 80 millions de personnes, ce qui est le cas aujourd'hui, juridiquement. Vous n'avez pas le droit d'avoir les comptes rendus de ces réunions, alors que on n'est pas en guerre. On est juste en train de voir comment on peut faire au mieux en fonction d'une pandémie. S'il y a des choix qui ont été faits, qui ont été imposés de façon antidémocratique, puisque aujourd'hui, les décisions qui nous concernent tous, y compris sur les décisions de limiter les déplacements, qui sont les fondamentaux là aussi. Je ne dis pas qu'il faut faire ou pas le faire de limiter les déplacements. Je dis juste que cette décision est prise de façon unilatérale, de façon le plus haut. Et c'est là que je reviens sur ce que je disais. Quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme, les droits de l'homme, là, l'article 1, c'est que nous sommes tous libres et égaux en droit. Et c'est après qu'on nous dit que la sûreté, etc., nécessite telle chose, etc. Mais en premier, nous sommes libres et égaux en droit. Et ce qui est choquant, c'est que la peur fait inverser les choses. Donc bien sûr que c'est le collectif. Mais si c'est le collectif, alors c'est aussi le collectif qui discute, qui échange. Parce qu'à plusieurs, on est statistiquement moins bête que tout seul. Et là, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, mais ici comme dans d'autres pays, hein, que comme ça a été repris en main, et quand on voit l'argent que ça brasse, on se demande si, voilà, il n'y a pas autre chose derrière, parce qu'on est quand même en train de parler de quelques milliards. Hein, à 25 € le joujou, il y a 3-4 doses, ça commence à faire de l'argent, quoi. Hein. Là, les décisions ne sont pas prises de façon collective et dans l'intérêt général. Voilà. Et ça, par contre, c'est choquant. Bien sûr qu'il faut, c'est pas chacun décide. Mais à un moment, quand vous dites aux médecins qu'on fait des études, en tout cas, vous ne soignez plus, on vous l'interdit, pour une raison très simple, c'est qu'on a acheté des vaccins et que de toute façon, on a mis dans le contrat que même s'il y a des médicaments, il va falloir quand même acheter les vaccins, et que la Roselyne Bachelot, elle a acheté plein de vaccins et elle s'est fait chambrer. Vous parlez de Roselyne Bachelot. Oui. On est d'accord. Mais si elle ne l'avait pas fait, qu'est-ce qu'on lui Bien sûr, mais moi je critique pas Roselyne Bachelot. Je dis simplement que, par exemple, pourquoi il n'est pas obligatoire ?
rendez-le obligatoire. Plutôt que d'embêter des citoyens qui sont dans situation légale, d'en faire des demi-citoyens, rendez-le obligatoire. Mais pourquoi ils veulent pas le faire obligatoire ? Pour une raison très simple, c'est qu'ils savent qu'il y a plein de problèmes derrière et qu'il existe un organisme qui dépend de Bercy, qui s'appelle l'ONIAM, qui indemnise. Et ils connaissent le montant des indemnisations qu'il va y avoir avec tous les problèmes qu'il y a à cause du vaccin. Donc ils ne veulent pas financièrement prendre le risque financier. L'État ne veut pas prendre le risque financier. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous retournez là parce que vous avez eu un problème avec le vaccin, vous retournez contre Pfizer. Pfizer a passé un accord avec l'Europe, c'est-à-dire que pour tous les procès, c'est l'Europe qui paye, c'est pas Pfizer. C'est grandiose. Liberté d'expression, quand à un moment on ne peut plus dire ça. Juste questionner, je dis pas affirmer, je dis poser la question, expliquez-moi à qui que ce soit, pourquoi aujourd'hui vous avez des contrats qui sont caviardés. On ne peut pas voir les contrats. Comment ça se fait que sur un truc aussi important qu'un vaccin au niveau mondial, ce soit celui qui fabrique le vaccin qui fasse les preuves de son efficacité. Vous faites ça n'importe où, dans n'importe quelle entreprise, en disant, si promis, regarde, je me suis testé moi-même. On vous regarde en disant, vous êtes jugé parti. Enfin, ça n'existe pas, ça. Mais là, ça passe. C'est juste, je reviens sur notre sujet de la liberté d'expression, c'est juste ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui sont décidées de façon opaque, sans transparence, et que surtout, il n'y a pas de débat et de liberté d'expression. Moi, c'est ça qui me dérange. Je dis pas qu'ils ont tort et ils ont raison, c'est pas le sujet. C'est comment ça se fait qu'on ne peut pas en discuter. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur, donc comme tout le monde a peur, on se met derrière le chef. C'est classique, hein. Il y a les attentats, il y a les trucs, c'est classique, hein. C'est dès qu'il y a un problème, on fait une guerre et puis on se met tous derrière, hein. Ça va toujours exister. Et c'est ça qui est choquant. Et je reviens sur mon histoire de liberté d'expression. Faites des dessins sur le Covid, vous vous faites banner, quoi. Ils sont jetés, quoi. Par rapport au dessin, moi, et à la liberté dont vous parlez, ma question là maintenant, c'est parce que ça me laisse soucieux de savoir justement, je m'en rends compte aussi dans la vie de tous les jours, les limites dans lesquelles on est, je me sens de plus en plus enfermé. Au niveau des dessins et de l'ensemble des dessinateurs que vous êtes, enfin, quels sont les moyens à votre disposition pour casser cette muraille de censure? C'est vous. C'est vous de prendre les dessins et de les diffuser. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on peut faire tous les dessins, les mettre sur nos sites. Mais c'est vous, dès que vous voyez un dessin, mais diffusez-le. On disait, le dessin, en termes d'expression, c'est beaucoup plus, on va reprendre encore un punch beaucoup plus efficace, si je puis dire, qu'un long texte d'explication. Voilà. On voit bien que quand on commence à faire appel à l'intelligence avec un long texte, ça marche pas. Vous mettez un dessin choc ou une photo choc, ça marche. J'allais dire, chacun d'entre nous, exprimons-nous en dessin. Il y a un dessin qui nous plaît, stock, en disant, voilà, moi peut-être pas à 100%, mais ça me parle. Bouf, je le balance. Je le fais savoir, je le fais circuler. Moi, c'est l'histoire des caricatures de Mahomet. Il y avait deux stratégies par rapport à ça. Soit on faisait comme ils ont fait les trois quarts, je sais plus quel journal, je crois que c'était le Figaro. Ils avaient dit, je suis Charlie, mais ils ont produit aucune des caricatures. Ils ont eu peur. Mais il faut que tout le monde les prenne, il faut qu'elles soient partout. Il faut le diluer. À un moment, si tout le monde met les caricatures de Mahomet partout, sur tous les sites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais plus rien, ça va se banaliser. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Oui, effectivement, s'il y en a qu'un, on leur tape dessus. S'il y en a deux, ouais, ça commence à être chaud. Mais si tout le monde le fait... Mais les gens ont oublié qu'il existe le collectif et qu'on est plus fort ensemble. C'est juste ça. Par exemple, les images qu'il y a dans Charlie Hebdo, par exemple, ou dans comment s'appelle l'autre journal humoristique déjà, excusez-moi, parce que le canal enchaîné, merci. Chaque fois que je vois des images comme ça, moi, avec les amis que j'ai avec ma famille, je profite ça en mettant ça presque sur le niveau de l'humour pour faire réfléchir les gens. C'est ça qui est important. On a une image qui est percutante. Quand vous voyez cette image, il faut absolument réagir, c'est sûr. C'est le moyen, tout à fait. Et la diffuser. C'est tout bête, mais chaque personne qui est interpellée par une photo ou un dessin leur produit à 10, comme ça aurait pu se faire avec les caricatures de Mahomet, la question ne se posait plus. C'était envahi, c'était... je vais reprendre Kant, et le courage de ton entendement et le courage de ton opinion. C'est juste, moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai mis sur mon site, Pourquoi je fais de l'artivisme? C'est affirmez-vous, affichez-vous. Voilà. Et assumez, quoi. Assumez le fait d'avoir une idée et de la dire. Voilà, vous avez le droit, dites-le. Parce que si tout le monde a « Ah non, j'ose pas, etc. » Ben voilà, on se retrouve à bouffer McDonald's et à boire Coca et c'est tout, quoi. Par rapport à une campagne du Conseil de l'Europe qui a été supprimée récemment,
Alors, le Conseil de l'Europe, attention, ce n'est pas l'Union européenne. Hein. C'est beaucoup plus large. Hein. Il y a plus d'une quarantaine de pays dans le Conseil de l'Europe. C'est pas la même taille que l'Union européenne. Donc, il y avait une campagne pro-hijab qui avait été diffusée. Alors, c'est pas caricature, mais c'est quand même question de l'image. Et donc, dans cette campagne, il y avait des femmes qui portaient de la moitié de visage le hijab, et l'autre moitié, c'était autre. Alors cette campagne, elle a fait un scandale, bien sûr, parce que on promettait là-dessus de dire oui, porter l'hijab, c'est classique, c'est sympa, il n'y a pas de souci, faut le faire. Mais cette campagne, forcément, allait un petit peu à l'encontre des droits de la femme. Et aller sur la capacité aussi de se dire, est-ce que finalement, comme beaucoup de religions et vraiment beaucoup de croyances diverses et variées, à chaque fois oppriment la femme par rapport à l'homme. Donc il y avait cette logique-là. L'Union européenne donc a pas dit grand-chose, mais par contre la France s'est manifestée. Le 24 heures après, la campagne a été retirée. Je pense que c'est salutaire. Heureusement, on n'imagine pas que des fonds publics puissent financer une telle campagne. Et heureusement que la France est intervenue. Par contre, on est sur une question de la censure aussi. Donc, quid dans ce débat-là de liberté d'expression? Il y a aussi... c'est pas la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est une liberté absolue. On ne peut pas imaginer ce qu'il y a dans la tête des gens et avoir ses limites. La liberté d'expression, c'est une liberté aussi qui est relative. À un moment, si on a quelqu'un qui prône le racisme, prône les discriminations, prône l'homophobie, effectivement, il faut l'empêcher de lui dire. De lui dire. Donc il y a toujours un petit peu cette liberté à demi-teinte, à demi-blocage. Alors, sur ça, plusieurs points. D'abord, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc déjà, c'est pas une liberté d'opinion, c'est un délit. Comme l'homophobie, c'est des délits. Donc déjà, on évacue tous les propos qui peuvent être tenus là-dessus. Cette histoire de voile, c'est intéressant. Est-ce que c'est à l'État de décider comment on s'habille? C'est une vraie question. Il fut une époque où la moustache était obligatoire pour les hommes. Il y a 150 ans, il y a 200 ans, la moustache est obligatoire. Jusqu'où? Donc, moi, que quelqu'un porte le voile, alors je parle pas le truc où avec la grille et tout, hein. Voilà, c'est ça, que quelqu'un porte le voile, moi ça me choque pas. Par contre, ce qui me choque, c'est que c'est un signe religieux et qu'ils associent ça à la liberté. Là, on n'est plus dans la liberté d'expression, non, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de prendre un signe religieux et d'associer ça à la liberté. Et là, on sort du principe de neutralité. Donc dans cette campagne-là, c'est pas l'histoire de la femme. Moi, elle se sent libre avec un voile, elle se sent voile. Nos grands-mères, ma grand-mère, elle avait un voile, hein. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ça. C'est juste l'assimilation d'un signe religieux à une liberté qui est choquante dans cette publicité-là, fait par un organisme public. Donc sur quelque part un peu mes impôts. Bon, indirectement. Ça c'est ça sur cette campagne-là, c'est ça qui est choquant. C'est-à-dire cette assimilation, mais tout simplement parce que l'Europe n'est pas laïque. Enfin, il y a qu'à regarder combien il y a de pays laïques. Dans les grands pays laïques, on avait la Turquie, mais là, c'est mort. On avait l'Irak, c'est mort aussi. Hein. Donc le Portugal, ouais. Donc la Turquie, Mexique, Portugal, France, je suis pas sûr pour l'Irak. À l'époque, si, il y a sous Saddam, si. Sous Saddam Hussein, si. Oui, mais... Non, mais pas, je partirais pas en vacances là-bas quand même. Hein. Mais je veux dire que c'est pas l'Iran, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas dans une forme de démocratie non, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est que c'était pas sur une base religieuse. La laïcité inclut aussi une garantie des libertés individuelles un petit peu moins qui sont respectées. Liberté de conscience, effectivement, mais aussi, pour qu'elle puisse exprimer correctement cette liberté de conscience, il faut qu'il y ait d'autres libertés qui soient aussi garanties dans le spectre du fonctionnement politique de l'endroit. Sinon, ça va être un petit peu difficile. En même temps, la question, c'est de savoir est-ce qu'on considère qu'il y a une séparation des gens en fonction de leur religion. Et effectivement, en Europe, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que pas mal de pays ne comprennent pas qu'à un moment, on dise, non, ça, c'est à toi, ça, c'est ta religion, c'est ton truc, ça me regarde pas. Enfin, moi, je fais mon business, tu fais ton business, et puis, ne m'embête pas, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé choquant, et c'est cette histoire de voile, c'est qu'à un moment, moi, c'est toujours les chaînes de décision qui m'interpellent. Et c'est exactement pareil que quand le ministère a fait Mohamed par la Sylvie, c'est ça la laïcité. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a pas des gens qui relisent. Ils ont tellement peur de leur chef qui a dit OK, qu'il n'y en a plus un seul qui a une opinion.
C'est sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Participer à un paquet de groupes de travail au niveau national, au niveau départemental. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a le chef à plume qui fait son truc, etc. Oui, regardez ça, il n'y en a pas un seul qu'ose la ramener, parce qu'au cas où. Et puis, résultat, ça fait tout le chemin, puis bon, il faut une bouse, quoi. C'est un truc complètement hors sujet. Et ouais, je pense qu'on en est là. Du foulard de Creil en 1989, la République n'a pas arrêté de reculer. Ouais. Et on se souvient quand ça a commencé. Ça a commencé pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a une gamine qui vient avec un voile. Voilà. Le directeur, il dit « je fais quoi ?» Il appelle au-dessus, et au-dessus, ils disent « débrouille-toi ». Ah, c'est comme ça que ça a commencé. La lâcheté des dirigeants. Et le père d'une des gamines qui a fait beaucoup d'intimidation. Ah oui, mais au début, c'est parce qu'à un moment, il a été lâché par sa hiérarchie. Il est obligé de gérer le truc. Ces gens-là ne méritent pas les postes qu'ils ont. Ceux qui sont en haut, ils ne sont pas au niveau. Et on le paye encore des années après, ce truc-là, quoi. Bien sûr, ça a commencé comme ça, ouais. Par la lâcheté d'un recteur qui n'a pas dit « bah non, on ne le fait pas rentrer, j'assume ». On dit au directeur « débrouille-toi avec la gamine et puis le père devant la porte ». Et hop, ça y est, on a laissé le truc. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Jamais. Ce que je pensais aussi sur cet art, parce que c'est un vrai art, le dessin, on n'a pas parlé des techniques. Comment on fait pour croquer un dessin de presse ? Alors, dessin de presse ou dessin d'idée, on va dire, on va partir sur un dessin d'idée. Ce qui est important dans un dessin d'idée ou un dessin de presse, il doit avoir une chute. Parce que sinon, c'est une illustration. C'est-à-dire, je vais faire un article sur les petites fleurs et puis je vais dessiner une fleur. Bon, ok, ça fait joli. Mais il faut qu'il y ait une vanne dedans, faut qu'il y ait une chute, qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut regarder le truc. En général, hein, souvent, c'est la thématique. Prenons n'importe quoi, hein. Un dessin sur le Covid. Vous allez avoir le Covid, une 5e dose. Vous allez avoir un gars, n'importe quoi, hein, qui va avoir plein de piqûres partout. Et puis la vanne, ça va être la bulle, ça va être il y a plus de place maintenant pour la suivante, ouais, par exemple. L'idée, c'est que comme c'est fait pour interpeller, il faut arriver à trouver le truc qui va accrocher. Donc soit c'est une vanne, soit c'est un truc qui choque un peu. Je vais vous citer un truc qui m'est arrivé il y a une petite dizaine d'années. J'habitais pas à Évry, là j'habitais à Évry, là, mais avant j'habitais dans une autre ville où il y a un golf. Et ça avait changé de côté municipal. Et on avait une maire, puisque c'était passé d'un maire à une maire, mais qui voulait se faire appeler Madame le maire, qui, son truc, plutôt que de financer les écoles, les sorties, etc., comme il y avait un golf sur place, de façon détournée, elle finançait le golf. Donc elle achetait un placard publicitaire, une fortune, comme ça n'a pas été justifié, etc. Puis à un moment, moi qui étais plutôt de l'autre côté, je dis c'est bon, quoi. Moi j'ai ma gamine à l'école, je préfère qu'il l'emmène à la piscine que d'aller payer des trucs dans le golf, quoi. Et j'avais fait un dessin où vous aviez, parce qu'ils aussi ils avaient décidé de baisser les subventions pour la crèche. Donc j'avais fait un dessin où vous aviez quelqu'un qui faisait un lancer de golf comme ça, qui envoyait le golf, et vous aviez un bébé qui partait loin et qui faisait ouais, etc. Voilà, bon, truc. Et puis je disais voilà, on préfère le golf aux enfants. Bon, ça vous fait marrer, moi ça m'a fait marrer, etc. Le truc surréaliste. J'ai eu un coup de fil d'un copain kiné qui m'a dit « Tu peux pas dessiner ça, tu verrais le nombre de gamins que je répare qui sont maltraités, etc. » Et la propre mère de ma fille qui m'a dit « Oh non, il est un peu violent ton dessin, etc. » Et c'est là que... Ça, c'était 3 semaines avant Charlie. Et à un moment, je fais ce dessin-là, j'ai regardé la réaction, je me dis « Mais attendez, c'est juste un dessin, quoi. » Donc j'ai fait un dessin après avec un bon poupon en disant dans ce dessin personne n'a été blessé, etc. Vous savez comme à la fin des films pour les animaux, quoi. En disant dans le dessin personne n'a aucun bébé qui a été blessé, quoi. Mais ça m'a fait peur parce qu'à un moment un copain, en plus pas moi qui m'a traité un bébé, moi, franchement, la mère de ma fille qui me dit mais tu peux pas dessiner ça, ou je vois simplement un gars qui fait un coup de golf et vous voyez le bébé qui s'envole en faisant ouin, et la réaction des gens, je me suis dit mais on est arrivé où? Et je vous dis ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et je vous dis, c'était en 2000, c'était 3 semaines avant Charlie, quoi. Donc déjà, je vois ça, je me dis, mais on peut plus dessiner ce qu'on veut, quel est le problème? Et là, les copains, ils se font buter, quoi. Donc, ça fait peur, hein. Ça fait peur, c'est que les gens, des dessins, ils prennent ça au premier degré, quoi. C'est qu'un crayon, hein, c'est qu'un stylo. Si tu veux pas regarder, tu regardes pas, je t'oblige pas, moi. Et donc les trucs, voilà, c'est titiller. Tu parlais pour le dessin, là, c'est d'interpeller, c'est de faire rire, sinon c'est une illustration. Et puis en plus, le problème dans le dessin de presse, et ça c'est valable pour plein de dessinateurs, hein, c'est que vous avez une carrière de dessinateur tout le temps. On peut pas être génial tout le temps, hein. Déjà quand on l'est une fois, c'est super. Mais des fois on se trompe, quoi. Et tout est mort.
C'est-à-dire que vous avez c'est exactement ce qui s'est passé avec le New York Times. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des dessins, le monde entier regardait les dessins et puis l'angle de vue. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur sur un dessin, on s'en fout, enfin je veux dire, 2 semaines plus tard, tout le monde aurait oublié. Ils ont peur, ils reculent, plus de dessins de presse. Tous les autres journaux du monde disent « Ah bah non, mais si même eux ils reculent, nous aussi. » Et hop, ça y est, c'est foutu. C'est exactement pareil l'histoire du voile de Creil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant, il y en a un qui a lâché, hop, la théorie des dominos, quoi. Donc, c'est pour ça que moi je suis plutôt allé au trash, toujours dans le respect, hein, bien sûr. Hein. L'idée c'est de titiller, c'est d'interpeller. L'idée c'est pas de blesser les gens, hein. C'est de les secouer un peu. Et mais en dessin, je pense qu'il faut pas hésiter à y aller. Ouais. Votre histoire me fait penser à une chose. Il y a peut-être 20 ans de cela, il y a des avions qui survolent Ablon. Ablon, c'est pas très loin d'ici. Et il y a un avion qui était très bas et les gens ont eu très peur, alors qu'il n'y a eu aucun mort. Mais la peur, il aurait été possible. C'est terrible ça. Alors que les gens allaient bien, qu'il n'y avait aucun problème. Je trouve que c'est du même genre. Oui, mais j'ai commencé une série de dessins, c'est La peur rend con. Parce que je prends un cas très concret. Franchement, vous prenez l'avion, on vous prend votre lime à ongles. Vous avez essayé de détourner un 747 avec une lime à ongles, vous ? Mais il y a quoi dans le cerveau pour faire ce genre de truc, quoi ? Donc, oui, c'est exactement ça. La peur rend con. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je vois plus personne qui réfléchit. On a l'impression que tout le monde est lobotomisé. Alors, si en plus vous faites des dessins qui vont se moquer de ça, oh là là, tu te moques de moi et tout, oh là, je me moque pas de toi, c'est toi qui te sens moqué. Moi, j'ai rien fait, moi. On vit une époque où le problème qu'on a, je pense, c'est que si chacun de nous ne se reprend pas en main, ou ne se prend pas en main, ou continue de se prendre en main, et ne rayonne pas autour de lui, c'est pas d'en haut que ça va venir. La révolution qu'on a aujourd'hui, moi je reviens sur le climat, hein, parce que là on plaisante pas, je veux dire, on n'est pas en problème d'un virus avec la 10e dose, hein. C'est clair, c'est le monde qui change là. Si à un moment, chacun d'entre nous, on se prend pas en main, c'est pas d'eux que ça va venir. Enfin, quand on a, pardonnez-moi, là je vais encore faire parler de notre président, mais quand il veut mettre des mini-centrales nucléaires un peu partout, quand on voit le bazar que ça fait, quand on voit des décisions qui sont prises comme ça, qui sont des décisions criminelles, de mettre des centrales nucléaires, là aujourd'hui on a 2 centrales nucléaires qui vont être noyées dans 50 ans avec le réchauffement climatique. On le sait. Je veux dire, on le sait, on sait mesurer le truc, on le sait. Et l'autre, ils vont rajouter. Ça viendra pas d'eux, ça viendra de chacun de nous qui disons non. Et moi, je pense que nous devons rentrer en résistance républicaine, je vous le dis comme je le sens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tous les gens qui sont à des postes de responsabilité, ils freinent ce qu'ils peuvent freiner, ils accélèrent ce qu'ils peuvent accélérer. Mais les autres, ils font la même chose en face. Hein. La preuve, hein, le camion tout à l'heure là dont vous parliez, c'est légal, hein, ce qu'ils faisaient. Hein. Mais ils auront pourri la vie. C'est la même chose. Faut faire la même chose. Parce que ça ne viendra pas d'eux. Hein. Faut-il accepter de se former à être heurté? Alors, moi j'aime bien cette expression. Il y en a qui disent sortir de sa zone de confort. Il y en a d'autres qui disent étendre leur zone de confort. Moi je pense qu'il faut apprendre à étendre sa zone de confort. Et non contraire, ce que vous disiez tout à l'heure, se sentir, mais moi le premier, je me sens de plus en plus, j'ai l'impression d'être de plus en plus serré, j'ai plus le droit de ci, j'ai plus le droit de ça, est-ce que j'ai bien signé mon autorisation pour aller voir mon pote et tout, enfin, ça devient... voilà. Donc je pense qu'il faut c'est une discipline personnelle et collective, parce que c'est collectif aussi, de dire, mais je ne suis pas d'accord. Par exemple, moi, à chaque fois qu'on me contrôle, je gueule. On me regarde mon sac, je gueule, mais tout systématiquement. Mais alors à chaque fois il y a ma copine qui a la honte, puis alors, ma gamine, en plus elle est ado, alors elle se met à 100 mètres en disant papa arrête, tu me mets la honte et tout comme d'hab. Mais si à un moment on laisse pas faire, si à un moment tout le monde disait non, vous regardez pas mon sac, j'ai pas de bon, ça suffit, et de toute façon la façon de vous regarder, si j'en avais une, vous la verriez pas. Alors, pourquoi vous le faites? Moi, c'est cette habitude-là qui je trouve insupportable. Et ce que je trouve comme acte, et je peux vous dire, c'est fatigant au quotidien, même moi-même, je me fatigue tout seul. Hein. Si vous rentrez pas, chacun n'entre pas dans sa micro-résistance de dire, écoutez, ça suffit, ou alors essayez d'éviter le vigile, juste pour que vous cavale après. Parce que le principe, c'est oui, il fait son boulot. Ouais, mais le conducteur du train d'Auschwitz aussi, il faisait son boulot. Hein. Donc ça suffit, cet argument du il fait son boulot. Non, les métiers, non. C'est pas parce qu'il fait son boulot, je vais tout accepter. C'est trop facile, ça. Donc, c'est ça. C'est un moment, cette auto-résistance de dire, non, pourquoi, à quel titre, comment on fait. Là, vous allez voir, va falloir sortir ses papiers d'identité, plus son état de santé, pour aller boire un café. Et encore, assis.
Ces gens-là sont des dingues. Franchement, faut gueuler. Je pense. Si tout le monde gueule, ça ne passera pas. C'est parce qu'on se couche que ça marche. Je vous invite, je vous dis ça parce que je viens de le relire, le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Tout est dit, ça ne fonctionne que parce qu'on l'accepte. C'est tout. Si on ne l'accepte pas, ça ne marche pas. Ils sont 15. Nous, on est 60 millions. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Faut juste un moment pousser un peu le truc, quoi. Pas se laisser faire au quotidien. Voilà. Pourquoi vous me fouillez ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Etc. À l'aéroport, je vous dis le bazar à chaque fois que je le fais. Mais c'est pas grave. Ça suffit, quoi. Les chaussures, enfin, franchement, avec des tongs, sous ta pieds nus. Mais... Ah oui, mais c'est le règlement. Le règlement, il est con, je veux dire. On n'est pas obligé de faire des conneries tout le temps, quoi. Donc, c'est important d'être en veille, parce que c'est comme ça que les dérives, elles se font. On connaît l'histoire, hein. C'est comme ça que ça se fait. Petite touche, toc, toc, j'en rajoute. Et puis à un moment, on se dit, hops, Matin Brun, pour ceux qui ont lu Matin Brun, je sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à lire, ça vaut 1 euro, c'est 10 feuilles, hein. Mais et pareil, moi je l'offre, c'est exactement ce qui se passe. Un jour c'est ça, puis à un moment, zut, c'est pour moi, quoi. C'est exactement ça. Il faut apprendre à résister. C'est un acte citoyen de résister. Et est-ce que ça peut s'apprendre ? Je crois qu'à la base, c'est s'autoriser à dire que c'est possible. Vous connaissez l'adage, hein, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Eh ben, c'est exactement ça, quoi. Voilà, je pense c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Est-ce que la caricature, elle peut améliorer la laïcité, et peut-être dans les régimes, et peut-être au-delà de ce pays, et comment la caricature peut être un outil et un moyen à cela ? Parce que je pense que le dessin, la caricature, par sa force, le dessin par son impact direct, sans passer par l'intellectualisation, peut bien sûr faire avancer la laïcité. Il suffit de faire quelques dessins sur les incohérences qu'entraînent les religions sur la vie des gens, par exemple, pour expliquer que si tu as envie de le faire, d'accord, mais tu ne m'imposes pas. Parce que franchement, il y a une série de dessins à faire, sur toutes les religions, il n'y en a pas une pour acheter l'autre, hein. Mais il y a des séries de dessins à faire qui sont quand même truculentes, hein, quand même, hein. Ça fait quand même 2000 ans qu'on regarde un gars qui est crucifié et puis on est tous en train de souffrir pour lui quand même, hein, objectivement. Donc je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on n'aille pas me l'imposer, moi, c'est pas trop mon truc. Donc oui, je pense qu'en titillant, en questionnant, ouais, bien sûr, moi je pense qu'on peut y aller, ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que si pour les faire dans sa cave, il faut les diffuser, quoi. Ça fait du bien d'entendre ça. Merci. D'autres questions ? Eh ben, je pense qu'on peut l'applaudir. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Alors, j'ai une annonce à vous faire. Parce qu'on a bien compris que Jean Cry est un artiste accompli et il nous a mis en garde sur quelque chose d'important. C'est que le dessin de presse est menacé, qu'il faut pouvoir le faire vivre. Et pour le faire vivre, nous avons pris une décision dans nos émissions de radio Parlons laïcité, qui commenceront dès le mois prochain. C'est que Jean Cry sera présent et croquera à chaque fois ce que diront les intervenants, ce que diront le public, pour faire quelques dessins. Et puis pourquoi pas, nous ferons peut-être à un moment une exposition des dessins qu'il fera, puisque c'est ça aussi, faire vivre la liberté d'expression, faire vivre la laïcité, la liberté de conscience. C'est en l'usant. Donc nous avons pris ce choix de l'user. Et donc nous serons en partie. Voilà, ça c'était pour la petite annonce. Vous dire maintenant que la prochaine émission, aux réserves bien sûr que les conditions sanitaires le permettent, on va parler de laïcité et fragments de vie de violences faites aux femmes. Et on aura Julie qui viendra témoigner de ça. Ça sera bien sûr peut-être un peu plus lourd que ce qu'on a vécu là, mais ça sera pour l'émission de février. Voilà, je vous donne rendez-vous à ce premier jeudi de février de 17h à 19h. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.